bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux à la bibliothèque Pierre Vailleté ici à Bordeaux. Et merci Evelyne d'avoir accepté de venir ici nous parler de ton dernier livre, donc La vie secrète des gènes. Alors, vous aurez aimé l'Odyssée des gènes, vous allez adorer, n'est-ce pas, La vie secrète des gènes. C'est un recueil de chroniques qui ont été données sur France Inter dans l'émission de Mathieu Vidard, La Terre au carré. Et donc, ça se lit vraiment très facilement. Chaque chapitre est très court, comme une petite friandise. Et puis, c'est plein d'humour, c'est plein de bonne humeur. Enfin, vraiment, c'est un livre que je vous recommande d'ores et déjà. Et j'espère qu'après cette intervention, vous aurez encore plus envie de l'acheter. Et donc, c'est un livre dans lequel tu mets en valeur les incroyables percées qui ont été faits dans le domaine de la génétique, notamment depuis une vingtaine d'années. Alors, moi, j'aime bien tout de suite entrer dans le livre, et notamment page 183, où tu rappelles un événement phare, en fait, de cette histoire. L'air solennel, le président des États-Unis, Bill Clinton, s'avance vers le pupitre de la conférence de presse sous les applaudissements des nombreux invités. La musique enjouée d'une fanfare remplit la salle de la Maison-Blanche. Le ton victorieux du discours que le chef d'État prononce, les acclamations nourries, tout dans l'événement rappelle les grandes heures de la conquête spatiale américaine. Mais ce n'était pas l'infiniment grand qu'on célébrait ce 26 juin 2000, bien au contraire. Bill Clinton était là pour annoncer le décryptage du génome humain. Le génie humain explorait ses propres fondations génétiques. Et donc c'est ainsi que, à l'aube du troisième millénaire, 3 milliards de lettres, ces fameuses lettres A, C, T et G, ont été écrites pour séquencer donc le génome humain, et puis depuis donc une panoplie de découvertes. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais quand même, j'irai dans le cœur du livre. Mais alors avant, quand même, j'aimerais te demander de nous dresser peut-être un petit panorama de la génétique depuis cet événement fondateur dans les années 2000. Quels grands principaux progrès techniques ont été réalisés, et en particulier, est-ce que l'informatique ou l'intelligence artificielle joue un rôle aujourd'hui dans les études génétiques? Oui. Bon, je pense qu'il faut que je développe. Donc oui, alors depuis l'an 2000, donc on est arrivé à lire pour la première fois tout l'ADN d'un individu. Ça avait coûté des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, et maintenant lire l'ADN, tout l'ADN d'un individu, on est à peu près à 1000 dollars ou 1000 euros comme ordre de grandeur. Donc on voit les avancées spectaculaires en termes de technologie pour arriver à lire l'ADN. C'est devenu maintenant courant, c'est même utilisé souvent maintenant en médecine. Et donc ça, c'est la grande, je dirais, les grandes avancées de l'ADN, c'est que ça soit devenu aussi facilement accessible. Après ça, il y a eu des découvertes majeures. La première découverte qui est marrante, c'est que quand on a lu tout l'ADN, on a pu voir quelle était la partie de l'ADN qui servait à quelque chose, ce qu'on appelle les gènes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des gènes qui codent pour la couleur de peau, qui peuvent vous faire une peau plus claire ou plus foncée, ou pour la couleur des yeux. Et on s'est rendu compte que finalement, l'ADN des humains, on avait environ 20 000 gènes. Or, ce n'était pas du tout ce qu'on attendait, parce qu'avant, il y avait eu le génome de la drosophile qui avait été lu au complet. La drosophile, c'est la petite mouche utilisée en sciences, et on avait trouvé 18 000 gènes. Et donc, les scientifiques pensaient que l'humain, c'est quand même vachement mieux qu'une mouche, c'est beaucoup plus compliqué, et ils s'attendaient à trouver 100 000 gènes, quoi. Et en fait, non, ils se sont rendus compte qu'il n'y a qu'environ 20 000 gènes. Donc ça a été une découverte marrante, comme quoi il n'y a pas besoin de beaucoup de gènes pour faire des choses extraordinaires comme les humains. Et bon, en parallèle à tous ces travaux, il y a eu aussi l'informatique, parce que quand vous avez tout un génome à analyser, donc c'est 3 milliards de lettres, c'est l'équivalent d'une encyclopédie qui ferait 700 000 pages comme ordre de grandeur, donc ça en fait à lire. Et donc il faut des ordinateurs pour lire, pour comparer, pour regarder les différences entre les individus, à partir de ces différences, voir si elles peuvent expliquer des maladies, ou, comme moi, ce que je fais, qu'est-ce qu'elles nous racontent sur l'histoire de notre espèce et l'histoire des humains et des populations humaines.
Alors là, tu parles déjà de comparer des ADN, mais alors, j'aimerais avoir les coulisses, parce que finalement, dans ce livre, tu nous présentes beaucoup de découvertes, mais c'est peut-être mon côté historien, j'aime bien voir ce qu'il y a derrière ces découvertes. Et alors, très concrètement, comment ça se passe, comment et où récupère-t-on l'ADN, et après, comment se passe le séquençage? Alors moi, pour les questions qui m'animent de comprendre la diversité des humains, il faut comparer l'ADN des humains. Donc, il faut des humains. Donc, il faut aller échantillonner. Et donc, pour échantillonner à travers le monde, j'ai eu la chance de monter des expéditions scientifiques dans plusieurs pays du monde, en Asie centrale, les pays en stan, hein, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Turkménistan, et aussi en Sibérie, donc en Russie, et aussi dans différents pays d'Afrique. Donc on va sur le terrain, on arrive à avoir les autorisations des pays pour travailler. Après ça, il faut avoir les autorisations dans les villages où on veut travailler. Et après ça, on a les autorisations. On demande aux gens s'ils veulent bien participer à nos travaux d'études. Et ceux qui veulent bien participer, on leur prélève de l'ADN. Alors au début, on prélevait du sang, maintenant on utilise la salive. Après cet ADN, on le ramène au laboratoire à Paris. À Paris, on extrait l'ADN, après ça, on lit l'ADN, et après ça, on fait beaucoup d'analyses informatiques et de calculs pour, à partir de ces ADN, retracer en fait l'histoire des gens à travers le monde. Alors, comment on fait justement pour lire l'ADN, très concrètement? Ah, lire l'ADN, ben, c'est un appareil qui s'appelle un séquenceur, où on met des petites gouttes d'ADN sur des petites puces, ça s'appelle comme ça, et il y a une machine qui ouvre l'ADN et qui le referme, et en fonction des lettres le long de l'ADN, ça émet des couleurs différentes, si c'est un A, un C, un T ou un G. Et à partir de ça, c'est interprété et ça nous donne un fichier avec plein de lettres. Ouais, il faut sûrement une bonne mémoire. Enfin, je veux dire, une mémoire, Pas nous, hein. pas notre mémoire à nous, mais une mémoire informatique, parce que si c'est 700 000 à chaque fois. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et les calculs, après, c'est waouh. Alors là, alors d'ailleurs, je précise, si vous voulez des récits de voyage d'Evelyne, il y en a dans l'Odyssée des gènes, donc le livre précédent, qui sont absolument des récits absolument croustillants. Donc n'hésitez pas aussi à aller y jeter un œil. Alors là, tu nous parlais des ADN de personnes vivantes, mais alors comment on fait pour les ADN plus anciens? Et Alors, justement, parce que je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, mais tu parles aussi de l'ADN sédimentaire. Est-ce que ça aussi, et de ça l'ADN vient ancien. Alors, la nouveauté depuis il y a 10 ans, c'est que, donc là, on peut comparer des individus du monde entier et retracer s'il y a eu des migrations, à quel moment, les hommes, les femmes, etc. Et ce qu'il y a de nouveau qui est arrivé il y a une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la paléogénétique, où là, on arrive à extraire l'ADN d'humains qui ont disparu, c'est-à-dire des fossiles. Et donc, le travail le plus remarquable, c'est en 2010, une équipe en Allemagne menée par Svante Pääbo, un Allemand qui, non, il n'est pas allemand, il est suédois, mais il est en Allemagne, qui est arrivé à lire l'ADN de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est notre cousin, mais qui a disparu il y a environ 30 000 ou 40 000 ans. Et l'équipe de Svante Pääbo est arrivée à mettre au point des techniques, parce que l'ADN que vous avez dans un fossile, il se dégrade au cours du temps. Donc il est cassé en tout petits morceaux. Donc c'est très difficile à lire. C'est comme chercher des aiguilles dans une botte de foin. Et il faut éviter la contamination avec l'ADN moderne. C'est-à-dire si là vous mettez un os de Néandertal, vous allez récupérer tout l'ADN de tous les gens qu'il y a dans la pièce. Et donc, il est arrivé à mettre au point cette technique, ce qui lui a valu le prix Nobel l'année dernière. Il a eu le prix Nobel de physiologie et de médecine, parce qu'en lisant l'ADN de Néandertal et en le comparant à l'ADN d'humain actuel, il a pu prouver, on a pu démontrer qu'il y avait eu des croisements avec Néandertal, et que les croisements ont fonctionné, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont nés parce que tous les gens à l'extérieur de l'Afrique ont dans leur ADN un petit peu de l'ADN de Néandertal issu de ces mélanges.
Alors, on va en reparler de Néandertal, mais justement pour rester sur ces ADN dégradés, comment fait-on pour savoir quand on a un petit morceau d'ADN, à quel endroit de l'ADN il faudrait le replacer? Comment en fait, j'ai vu qu'il y avait un puzzle, un immense puzzle là dans la bibliothèque. Comment on fait avec l'ADN pour reconstituer le puzzle? Eh ben, en fait, si vous prenez votre ADN, donc c'est une série de lettres, c'est comme vous prenez un livre, il y a une série de lettres, toute série de 20 lettres est unique dans l'ADN. C'est-à-dire si vous avez A, A, C, T, C, 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 G, A, A, C, T, G, et qu'il y en a 20 comme ça, il y aura un seul endroit dans l'ADN auquel ça va correspondre. Ce qui fait que même des petits bouts, quand vous arrivez à lire des tout petits bouts d'ADN, vous savez à quel endroit ça correspond dans le génome, grâce au génome qui a été séquencé dans les années 2000, qu'on appelle un génome de référence. Après, il a été retravaillé, affiné. Mais donc, dès que vous trouvez un petit bout d'ADN, vous savez à quel endroit ça correspond dans le livre ou dans le puzzle. Ouais. Alors, avant de venir à des exemples concrets, j'aimerais toujours continuer sur la méthode. Et là, on a beaucoup parlé de la génétique, mais cet aspect génétique se marie avec d'autres disciplines, et notamment la paléontologie, et ça a donné la paléogénétique. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la paléogénétique et comment c'est né aussi? La paléogénétique, c'est cette idée d'arriver à extraire donc l'ADN de fossiles, c'est-à-dire donc on creuse, les archéologues creusent, les paléoanthropologues y creusent, ils trouvent un fossile et après on essaye d'extraire l'ADN. Alors je vous le dis tout de suite, en général ça marche pas, mais de temps en temps ça marche et les résultats sont extraordinaires. Donc il y a les hommes de Néandertal qui ont été comme ça analysés, il y en a de 40 000 ans, 50 000 ans, etc. Mais il y a des choses aussi plus récentes qui sont super intéressantes. Le début de l'arrivée de l'agriculture en Europe il y a 10 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Grande Peste? Donc, on peut maintenant analyser comme ça différentes périodes et, par exemple, faire des choses assez marrantes comme à partir de l'ADN dans des tombes, quand on n'a pas pu déterminer si c'était un homme ou une femme parce que les os étaient trop abîmés, on peut déterminer si ce sont des hommes ou des femmes. Et il y a des trucs très marrants qui sont sortis il y a 2 ans où dans des tombes superbe, avec plein d'armes et très décoré. On pensait que c'était des hommes et en fait non. Dans certains cas, c'était des femmes. Donc voilà. Alors, toujours sur cette question de l'interdisciplinarité, est-ce qu'on combine aussi la génétique avec des méthodes de datation? Je pense par exemple au carbone 14. Est-ce qu'il y a des corrélations qui sont faites? Oui, parce qu'un fossile est intéressant à analyser quand on a sa date. Si on n'a pas sa date, il n'est pas intéressant. Donc il faut qu'on arrive à le dater. Donc déjà, on le passe par le carbone 14 pour être sûr de savoir à quelle période il correspond. Et après seulement, on va essayer d'extraire l'ADN. Et est-ce que, alors on essaye aussi, alors je vais prendre tout de suite un exemple qui est dans le livre, c'est l'exemple des Basques. Est-ce qu'on essaye aussi un peu systématiquement de mettre en lien les résultats de la génétique avec la linguistique, des aspects beaucoup plus culturels? Alors, les Basques, j'aime beaucoup, c'est un super exemple. Il le sait, c'est pour ça qu'il pose la question. Moi, j'adore les Basques. Oui. Alors, les Basques, c'est génial parce que dès les années 60-70, avec les groupes sanguins, il a été remarqué qu'il y avait une petite particularité basque. Et en plus, vous savez tous, les Basques, ils ont une langue particulière. C'est-à-dire, leur langue ne fait pas partie de la grande famille des langues qu'on dit indo-européennes, l'italien, l'espagnol, le grec, le romain, etc. Et donc, l'idée qu'avaient les Basques pensent que donc ils ont une origine européenne beaucoup plus ancienne que les autres et que donc c'était eux en quelque sorte les vrais Européens depuis très longtemps. Et en fait, les études génétiques ont montré que pas du tout. Ils étaient finalement effectivement un petit peu différents des voisins d'à côté, mais que c'était finalement très récent, que c'était des différences qui datent seulement de 1000 à 2000 ans et que ce n'étaient pas des différences comme eux, ils pensaient, qui dataient d'il y a 30, 40 000 ans et qu'eux étaient vraiment les descendants des premiers Européens. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où viennent ces différences. Et en fait, ces différences sont liées au fait que les Basques préfèrent se marier entre eux
et s'épouser entre Basques, parce que, entre autres, ils parlent la même langue, ils ont d'autres traits culturels communs, et du coup, ça fait des petites différences avec les populations d'à côté. Finalement, ils se mélangent moins avec les populations d'à côté que ce que font d'autres gens, et du coup, ça fait une petite spécificité génétique basque, mais qui est beaucoup plus récente que ce que pensaient les Basques. J'espère qu'il n'y a pas de Basques offusqués dans la salle. Mais tu me disais aussi que si on cartographie la France génétiquement, on voit ce petit côté basque qui se détache, le village basque. On voit la basquitude. La basquitude. Alors peut-être ça va décevoir les Bretons qui auraient peut-être aimé aussi avoir leur spécificité génétique. Les Bretons, ils ne sont pas très différents. Enfin, ils collent bien, si vous voulez. En général, quand on regarde la diversité génétique actuelle, en général, vous êtes proche génétiquement de quelqu'un dont vous êtes proche géographiquement, parce qu'on a eu tendance, pendant le grand de notre histoire, de se marier avec le village d'à côté, quoi. Voilà, et donc d'avoir des échanges génétiques avec les gens d'à côté. Et donc, quand on regarde les Basques ou les Bretons, qui ont leurs 4 grands-parents basques ou leurs 4 grands-parents bretons, hein, donc c'est comme si on revenait au début du XXe siècle, à peu près, avant qu'il y ait beaucoup de mouvements migratoires, eh bien, les Bretons sont exactement là où ils devraient être, alors que les Basques sont un tout petit peu de côté. Et alors, est-ce que ces liens qu'on fait entre la génétique et les aspects donc culturels, est-ce que l'un prédomine sur l'autre? Est-ce qu'on se dit, bon voilà, il y a une spécificité linguistique et culturelle et donc on va chercher une corrélation dans les gènes, ou est-ce qu'à l'inverse, on trouve une corrélation dans les gènes qu'on explique rétrospectivement par ces aspects culturels? En fait, ça dépend de l'étude qu'on fait. Par exemple, nous, en Asie centrale, ce qui nous intéressait, c'était les différences linguistiques, parce que c'est une zone du monde où vous avez des grandes familles linguistiques différentes, ce qu'on appelle les turco-mongols et les indo-européens, la sous-branche des indo-iraniens. Et on se demandait dans quelle mesure la langue limite ou pas les échanges génétiques entre les populations, si vous voulez, un peu comme les Basques. Et donc, dans ce cas-là, nous, on est parti de données, on a échantillonné en même temps des données linguistiques et des données génétiques. Et on voit bien qu'effectivement, on est dans une région du monde assez marrante, parce qu'il y a une barrière, entre guillemets, mais une petite barrière hein, liée à la langue, entre les turco-mongols et les indo-européens, mais aussi parmi les turco-mongols, on a échantillonné des Kirghizes, des Karakalpaks, des Ouzbeks, enfin bon, voilà, plein de gens. Et on s'est rendu compte que c'est une région du monde où les gens préfèrent se marier avec quelqu'un qui vit à 2000 km de là, mais qui parle la même langue, que de se marier avec quelqu'un du village d'à côté qui ne parle pas la même langue. Donc on est dans une zone du monde, je vous avais dit, en général, on se marie de proche en proche, et là, on est dans une zone du monde où, en fait, ce qui détermine, c'est pas d'habiter à côté, c'est vraiment de parler la même langue, d'être du même groupe, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que ça montrait une des spécificités des humains, l'importance de la culture sur la génétique. Dans ce cas-là, ce qui fait que vous vous ressemblez génétiquement ou pas, c'est la culture, c'est le fait de parler la même langue, d'appartenir au même groupe. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant de te faire parler là-dessus pour montrer que la génétique, qui est le sujet principal du livre, est vraiment connectée à plein d'autres domaines de recherche, soit scientifiques, soit culturels. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour rentrer peut-être encore plus dans le cœur du livre, tu as cité Néandertal. Alors, Néandertal, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga du livre, surtout l'alpha, parce que tu en parles au début, mais il revient quand même assez régulièrement dans le livre L'homme de Néandertal. Alors, qu'est-ce qu'on savait avant la génétique, ou disons avant les années 2000 sur Néandertal, et qu'est-ce qu'on a appris? Alors la question est triple, qu'est-ce qu'on a appris grâce à la génétique, et est-ce que ces nouvelles découvertes sont venues contredire ou au contraire conforter ce qu'on savait avant? Alors avant, il y avait un débat en paléoanthropologie. Bon, alors je vous le fais schématiquement. Nous, on est sapiens, Néandertal, c'est nos cousins. C'était bien établi qu'on ne descend pas de l'homme de Néandertal. On est cousins.
de quand date la séparation de la branche qui va donner Néandertal et de celle qui va donner notre espèce, c'était pas très connu. La génétique a permis de régler cette question, c'est environ 600 000 ans. Donc il y a environ 600 000 ans, il faut que vous ayez un peu une ordre d'idée. On se sépare du chimpanzé il y a 7 millions d'années. Hein. Donc 600 000 ans, c'est il n'y a pas très longtemps. Donc 600 000 ans, ce qui va donner Néandertal se sépare de ce qui va donner Sapiens. On sort d'Afrique, Sapiens, une espèce qui émerge en Afrique, encore un autre chiffre, il y a 300 000 ans, et on sort d'Afrique il y a environ 60 000 ans. Donc quand on sort d'Afrique, on rencontre Néandertal, dont c'est séparé il y a 600 000 ans. Donc on a eu le temps de devenir pas mal différents, donc on se mélange, ça a été montré par la génétique, il n'y a pas photo, maintenant c'est bien établi. Mais ce que la génétique a amené d'autre qui est très intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui fait dans l'ADN qu'on est Néandertal ou qu'on est Sapiens. Ça, c'est une question qui a été évoquée tout à l'heure. Et donc, en regardant, en comparant l'ADN, sur les 20 000 gènes, je vous dis qu'on a notre ADN, la plupart, c'est les mêmes chez Néandertal et chez Sapiens, mais il y en a 60 qui sont systématiquement différents. C'est-à-dire qui portent des lettres systématiquement différentes. Donc, il y a 60 gènes systématiquement différents qui font qu'on va être un Sapiens ou un Néandertal. Et donc, les scientifiques se sont dit, on va regarder ce que font ces gènes-là. Et ça, c'est génial, parce que ça, c'est sorti il y a seulement 3-4 ans. Donc, sur ces 60 gènes, ils ont choisi les quelques gènes qui sont plutôt impliqués dans le cerveau, les fonctions cognitives. Et ils ont choisi 2 gènes avec lesquels ils ont travaillé. Alors, ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des cultures de cellules de cerveau, donc des cellules humaines, mais ils ont induit les mutations néandertaliennes avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, CRISPR-Cas9, les fameux ciseaux génétiques qui ont fait le prix Nobel, je crois, il y a 4 ans, ou quelque chose comme ça, qui permettent de changer une lettre de l'ADN. Donc, ils ont pris leurs petites cellules de cerveau humaines, ils ont mis les mutations néandertales. Et après, ils ont regardé qu'est-ce qui se passait. Alors, premier résultat, dans les cellules néandertales, les petites cellules de cerveau néandertal se connectent moins vite que les cellules de notre espèce. Et elles font moins de division pour créer des neurones. Donc, on commence, donc ça fait partie, des autres choses qui ont été amenées par la génétique, c'est de commencer à comprendre les différences, finalement, au niveau des espèces entre un néandertalien et un sapiens. En parallèle de ça, comme il a été montré qu'on avait tous, en tous les cas en Europe, 2% de notre ADN de Néandertal, du coup, les scientifiques ont cherché pour montrer que Néandertal, il n'était pas si mal que ça, quand même, vu qu'on en a reçu 2%. Donc, avant, quand même, il était plutôt montré comme un peu la brute épaisse qui, bêtement, avait disparu. Et là, quand même, il y a beaucoup de travaux, du coup, qui sortent et qui, entre guillemets, réhabilitent Néandertal, qui montrent que Néandertal, il était capable de culture symbolique, que Néandertal, il pouvait écouter les consonnes comme nous, donc il avait certainement un langage qui ressemblait au nôtre, que Néandertal, bien sûr, enterrait ses morts, mais que peut-être même Néandertal, il aurait fait des dessins dans certaines caves. Alors, tu viens de l'évoquer, Néandertal a disparu, malheureusement, et c'est peut-être l'un des plus grands mystères de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Alors, où en est-on sur cette question et qu'est-ce que la génétique nous permet d'émettre comme hypothèse sur cette disparition de Néandertal ? Alors, en fait, quand on regarde l'ADN d'un néandertalien, il y a beaucoup moins de diversité génétique qu'un ADN de sapiens. Donc, c'est une espèce qui avait déjà perdu beaucoup de diversité génétique. Et on sait dans l'évolution qu'en général, quand une espèce perd de la diversité génétique, c'est pas top son avenir. Elle va avoir une forte probabilité de disparaître. Et donc, dans l'ADN de Néandertal, on voit déjà qu'il avait perdu beaucoup de diversité génétique. Et on peut aussi, avec les données génétiques, retracer le passé démographique. Et on voit que c'était déjà une espèce
qui étaient en décroissance démographique, c'est-à-dire qui étaient déjà vers l'extinction avant même de rencontrer Sapiens. Ça n'a pas dû l'aider, hein, parce qu'il y a dû y avoir quand même, on imagine, quand vous avez deux espèces qui vivent au même endroit, il y a toujours forcément un peu de compétition écologique, mais en tous les cas, c'est une espèce qui, même avant la rencontre avec Sapiens, était déjà partie, je dirais, vers la voie de l'extinction. Bon, ils auraient peut-être pu récupérer. Mais justement, c'est ça, je me suis posé la question en lisant le livre. Et pourquoi ça n'a pas tourné à leur avantage, au contraire, de rencontrer Sapiens? Ça faisait un sacré renouveau, non? Oui, ils auraient pu. Alors, on n'a toujours pas de données de Néandertal où on verrait des mélanges avec Sapiens, parce qu'on n'a pas de fossiles qui datent du moment où ils se seraient croisés. On n'a pas de fossiles qui datent, je dirais, qui seraient des Néandertaliens les plus proches de nous, dans lesquels on aurait vu dans leur ADN de l'ADN de Sapiens. Ça, on l'a pas encore. Moi, j'espère, je guette à chaque fois qu'il y a un nouveau Néandertalien qui sort, de quelle date il est, et si on verrait des mélanges avec Sapiens. Des fois, les mélanges sont asymétriques, ils se font que dans un sens. Donc, on peut très bien imaginer que Madame Sapiens se croise avec Monsieur Néandertal, son petit qui est issu des deux l'hybride, et ben, elle retourne vivre chez Sapiens, et donc vous avez des gènes de Néandertal qui rentrent dans le groupe Sapiens, mais vous n'avez pas de gènes Sapiens qui rentrent dans le groupe Néandertal. Ça, on sait que ça existe, donc c'est possible aussi. Alors, par souci d'équité avec Néandertal, il faut peut-être parler de notre autre cousin, Denisova. Alors, comment s'est passée notre rencontre avec Denisova? Denisova, il a été trouvé dans une grotte de Sibérie. C'est le cousin à l'est de Néandertal. En fait, l'équipe de Svante Pääbo, qui avait séquencé un Néandertal qui venait de Sibérie, on dit, pardon, un Néandertal de l'Altaï, ils sont retournés dans la grotte et ont retrouvé des petits restes de fossiles humains et se sont dit, mais on va regarder, c'est peut-être un autre Néandertal. Et en fait, en le séquençant, en regardant son ADN, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un humain, que ce n'était pas un Néandertalien, mais que c'était une nouvelle espèce qu'on a appelée l'homme de Denisova. Et en fait, c'est le cousin proche de Néandertal. Donc lui, il est à l'est de l'Himalaya. Et les populations humaines à l'est de l'Himalaya ont toutes reçu dans leur génome des petits bouts de ce denisovien. Alors, justement, pour revenir sur les aspects techniques, comment on fait pour savoir si l'ADN qu'on a trouvé n'est pas celui de Néandertal, c'est vraiment une autre espèce? Est-ce qu'il y a un critère particulier? Eh bien, on regarde le nombre de différences. En fait, la génétique, elle est toujours faite par des comparaisons. Donc, on aligne l'ADN de Néandertal, on aligne l'ADN de celui qu'on a trouvé, Denisova, on aligne l'ADN de Sapiens, et on voit que Denisova est plus proche de Néandertal que de Sapiens. Donc, c'est un cousin de Néandertal et un cousin plus éloigné de Sapiens. Oui, mais pourquoi ce ne serait pas un Néandertal? C'est assez différent. Près. Non. Alors là, en fait, c'est le problème de la définition des espèces. On ne sait pas. C'est toujours compliqué de dire à partir de quel moment de différence c'est vraiment une espèce. Mais il avait un ADN vraiment, vraiment différent de celui de Néandertal, avec une séparation entre Denisova et Néandertal à plus de 400 000 ans, donc comme ordre de grandeur. Oui, mais c'est toujours relativement proche de nous. Quand on est à moins d'1 million d'années, en gros, c'est relativement proche de nous. Alors là, on était dans la première partie du livre, donc notre préhistoire lointaine. Et il y a 4 parties. La seconde, donc, c'est la conquête de la Terre. Ensuite, c'est au Moyen-Âge et après. Et puis, et maintenant. Donc, je vous propose, là, on a pris comme exemple pour la première partie Néandertal, mais je vais prendre un exemple dans chaque partie et puis vous découvrirez les autres en lisant le livre, n'est-ce pas? Et donc, c'est le premier exemple sur la conquête de la Terre, et c'est en particulier la conquête de l'Amérique. Alors, ouais, j'aime bien cet exemple. Qu'est-ce que nous a appris la génétique sur la conquête de l'Amérique? Ah, l'Amérique, c'est génial. Non, mais oui, c'est pour ça que je prends cet exemple. On fait de la pub un petit peu aussi pour le livre. Alors, ce que la génétique a apporté, c'est que si on regarde toutes les populations amérindiennes en Amérique et qu'on regarde leur diversité génétique, donc on enlève les mélanges qu'il y a eu après avec les Européens et les mélanges qu'il y a eu suite à la traite des esclaves, on regarde vraiment la partie du génome, on va dire, amérindienne.
on remonte à une origine de toutes ces populations d'environ 15 000 ans. Donc, grosso modo, les gens qui ont colonisé l'Amérique et qui ont eu des descendants en Amérique jusqu'à nos jours, c'est une migration qui est arrivée en Amérique il y a 15 000 ans. Et quand on cherche d'où vient cette migration, les populations les plus proches, c'est celles de Sibérie, du sud de la Sibérie. Donc en fait, on imagine il y a des populations du sud de la Sibérie qui ont monté au nord, qui se sont installées dans le détroit de Bering, qui permet de passer à pied entre l'Amérique et la Russie. Le détroit de Bering, en plus, c'est un endroit où, même au moment des grandes glaciations, c'était très bien pour vivre là-bas. Il y avait vraiment à manger, donc il y a des populations qui sont restées sur place. Et il y a 15 000 ans, elles ont colonisé l'Amérique du nord vers le sud. Ça, c'est ce qu'on retrouve avec la génétique. Maintenant, il y a des données archéologiques qui laissent penser qu'il y aurait peut-être eu des migrations avant. Ils ont trouvé la semaine dernière des traces de pieds humains en Amérique du Nord qui dateraient de 20 000 ans. Donc il y a peut-être eu d'autres arrivées avant, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à nos jours. Donc en fait, la génétique, elle permet de raconter l'histoire, mais que l'histoire des gens qui ont laissé des descendants jusqu'à nos jours. Il y a peut-être y avoir d'autres humains qui sont allés à un autre moment, mais s'ils n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à maintenant, nous, on ne pourra pas le voir avec nos données génétiques. On coupera en montage. Mais vous êtes toutes excusées. Alors, sans transition, on passe un peu plus tard au Moyen-Âge, donc troisième partie du livre. Et alors là, il y a un exemple que j'adore, c'est celui de Gengis Khan. Alors, petite lecture du chapeau. En Asie centrale, une étude génétique a montré que, tenez-vous bien, 16 millions d'hommes et de femmes descendaient du célèbre empereur, un succès reproducteur renversant expliqué par la transmission du pouvoir. Alors moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est, bon déjà c'est évidemment le chiffre, 16 millions, mais comment fait-on surtout pour savoir que ces 16 millions de personnes-là précisément remontent à Gengis Khan et pas à quelqu'un d'autre ? Alors, le cas de Gengis Khan, ça a été analysé sur le chromosome Y. Le chromosome Y, c'est le bout d'ADN qui est transmis de père en fils. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'à la naissance, on est biologiquement un garçon, sauf bien sûr les exceptions, il y a toujours des exceptions. Mais grosso modo, c'est ça. Et quand on analyse le chromosome Y à travers l'Eurasie, d'ailleurs, ce qu'on a fait, nous, au cours de nos missions, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui, finalement, ont à peu près le même chromosome Y. Il y a quand même un petit peu de différence. Ce petit peu de différence nous permet de calculer que l'ancêtre commun de tous ces chromosomes Y date à peu près de l'époque de Gengis Khan. Donc, on dit qu'ils viennent de Gengis Khan. Mais en fait, on ne le sait pas. Il faudra aller creuser la tombe de Gengis Khan pour voir s'il a bien ce chromosome Y. Néanmoins, il y a quand même des indices. Gengis Khan, il a eu je ne sais pas combien de femmes, je ne sais pas combien de descendants. Et en fait, vous avez des phénomènes sociaux qui peuvent expliquer qu'il ait eu autant de descendants. Si vous êtes un homme de pouvoir et que vous avez plus d'enfants, parce que par exemple vous pouvez avoir plus de femmes ou parce que vos enfants survivent mieux, et que vous transmettez ce pouvoir à votre garçon, à la génération suivante, à vos garçons, qui à leur tour, du fait de ce pouvoir, ont leurs enfants qui survivent mieux et qui eux aussi le transmettent à leurs garçons qui survivent mieux, et ben ça fait que finalement, ça se multiplie de génération en génération et finalement, vous avez un grand nombre de descendants par voie paternelle. Et là, ce n'est pas un avantage biologique lié à votre ADN, mais c'est un avantage social qui est transmis de génération en génération, qui est un statut de pouvoir qui est lié à la reproduction. Et c'est pour ça que j'aime bien l'exemple du chromosome Y de Gengis Khan, même si, encore une fois, on n'est pas sûr, mais quand même. Ça reste un faisceau, c'est pas une preuve, mais c'est un faisceau de présomption, disons. C'est ça.
Alors, on a un exemple plus franco-français qui, je crois, n'est pas dans ce livre, mais qui est dans le précédent, qui est Charlemagne. Alors, est-ce que c'est un exemple similaire ou est-ce qu'il y a des différences? L'idée, c'est que si je me souviens bien, alors ça faut revoir les interviews d'avant, hein, c'est que si on a un grand-parent né en France, grosso modo, on peut dire qu'on est un ancêtre de Charlemagne. C'est ça à peu près? Oui, alors là, donc Gengis Khan, c'était juste transmis par le chromosome Y. Maintenant, d'une manière générale, on sait que finalement, on est tous cousins et qu'on remonte tous aux mêmes ascendants. C'est le calcul habituel qu'on fait. On a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents. Si on avait tous des ancêtres différents, ça ferait je ne sais plus combien de milliards d'individus au temps de Charlemagne, alors qu'au temps de Charlemagne, on était quelques millions en France et quelques centaines de millions sur l'échelle de la planète. Et donc ça s'explique parce que en fait, nos ancêtres sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, peut-être que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère paternelle, c'est aussi mon arrière-arrière-arrière-grand-mère maternelle. Et c'est peut-être aussi la vôtre. OK ? Donc en fait, on a tous des ancêtres en commun et on a tous des ancêtres en commun entre nous. Et on peut faire des calculs mathématiques dont je vous épargne les équations ce soir, et d'ailleurs je ne les ai pas mises dans le livre, mais on peut très bien calculer qu'en fait, à peu près à l'époque de Charlemagne, tous les gens qui à l'époque de Charlemagne ont eu des descendants jusqu'à nos jours sont les ancêtres de tous les gens qui vivent à l'heure actuelle en France. Donc, si quelqu'un fait sa généalogie et remonte à Charlemagne, eh ben, vous pouvez lui dire que vous aussi, votre ancêtre, vous avez Charlemagne. Voilà. Donc, en fait, c'est des calculs assez simples. Et de la même manière, des scientifiques ont poussé ces calculs un peu plus loin et ont montré que le premier ancêtre commun à toute l'humanité date d'environ 6000 ans. On a tous un même ancêtre commun, où qu'on soit de la planète, qui date à seulement 6000 ans. Ce qui est quand même assez bluffant. Donc on est vraiment tous cousins, et on est tous cousins proches. Et alors, quelle comparaison peut-on faire avec le cas de Gengis Khan? Alors Gengis Khan, lui, c'était que par le chromosome Y, parce que vous pouvez avoir un ancêtre comme Charlemagne, mais il peut très bien vous avoir rien transmis en termes d'ADN. Vous transmettez seulement la moitié de votre ADN à un enfant. Seulement un quart à un petit enfant de votre ADN. Un huitième à votre arrière-petit-enfant. Et en fait, vous pouvez très bien avoir un ancêtre, on dit généalogique, comme Charlemagne, mais il peut très bien ne rien vous avoir transmis génétiquement. Mince, c'est dommage, parce que ça faisait plutôt classe quand même, hein, de pouvoir dire, mais bon. Alors que dans le cas de Gengis Khan, là, on regarde que le chromosome Y. Donc le chromosome Y, il est transmis tout le temps. Le père le transmet en entier à celui de son fils, qui le transmet en entier à celui de son petit-fils. Donc là, c'est des chromosomes Y et on est sûr qu'ils viennent supposément de Gengis Khan. Voilà, pour la petite histoire de Gengis Khan et Charlemagne. Et puis donc, dernier exemple de la dernière partie, la partie qui s'appelle « Et maintenant ». Alors j'ai choisi l'exemple de l'intelligence. Alors ça rejoindra peut-être aussi, on n'en a pas trop parlé dans le débat tout à l'heure, mais est-ce que l'intelligence est déterminée par les gènes? Ça aurait pu être sujet du débat de tout à l'heure. Alors le chapeau, là encore, c'est longtemps on a cru l'intelligence en partie sous le contrôle des gènes. Aujourd'hui, les généticiens l'affirment, nos aptitudes intellectuelles découlent essentiellement de notre éducation. Donc là, pour le débat de tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent le débat, l'affirmation, c'était « nous sommes déterminés par nos gènes ». Alors apparemment, ce n'est pas le cas pour l'intelligence. Enfin, très peu. C'est-à-dire, en fait, tout ça, ça vient de travaux qui datent du 19e siècle, où ils montraient qu'en général, quand les parents étaient intelligents, les enfants étaient intelligents. À tel point qu'il y a eu des grands mouvements au début du XXe siècle, parce que les gens avaient très peur, parce qu'en général, c'était les gens qui étaient les moins intelligents. On reviendra sur cette idée d'intelligence, mais la manière dont ils mesuraient l'intelligence, les gens les moins intelligents, c'est ceux qui avaient le plus d'enfants. Et comme c'était transmis aux descendants,
il y a eu des mouvements au début du XXe siècle qui ont dit si on fait rien, on va tous devenir bêtes. Voilà. Et donc, il y a des études qui ont été faites pour suivre, pour dire, à cette époque-là, donc les gens pensaient que l'intelligence était transmise parce qu'elle était transmise génétiquement. Bon, je vous la fais plus vite. Il y a encore 10-15 ans, c'était encore, on essayait de trouver les facteurs génétiques. Donc là, on regardait l'ADN de gens et on regardait les facteurs génétiques qui jouaient sur l'intelligence. Et là encore, on trouvait des valeurs assez élevées. Et puis, il y a quand même 4-5 ans, il y a des chercheurs qui ont dit « Ouais, mais attends, d'une génération à la suivante, on ne transmet pas que les gènes, on transmet la culture, l'environnement familial. Si on met ça dans les calculs, qu'est-ce qui se passe ? Et si on met ça dans les calculs, on a seulement environ 10% de l'intelligence qui s'expliquerait par des facteurs génétiques, alors qu'on était parti de plus de 50%. Donc, je trouve que ce résultat est intéressant. Et d'un autre côté, les pourcentages qui restent, qui sont liés à l'intelligence, après, ça peut être du gros n'importe quoi. Il y a certainement des facteurs génétiques qui sont impliqués, parce que le cerveau, c'est un organe biologique, donc il se construit aussi en fonction de l'ADN que vous avez. Donc, il y a peut-être certaines variations d'ADN qui font que vous avez des neurones qui vont plus vite ou moins vite. Il n'y a pas de problème. Mais dans tout ce fatras de facteurs génétiques liés à l'intelligence, vous pouvez avoir des choses sociales ou des choses biologiques indirectes. Biologiques indirectes, par exemple. En fait, pour mesurer l'intelligence, ils mesurent le nombre d'années d'études. Voilà. Et le nombre d'années d'études, ça veut dire passer des examens. S'il y a un facteur génétique qui fait que vous avez une vessie, qui fait que vous avez moins souvent besoin d'aller aux toilettes, et bien dans les examens, vous allez moins vous déconcentrer que quelqu'un qui a une vessie qui fait qu'il doit aller aux toilettes toutes les 15 minutes. C'était dans le livre, ça? Hein? Je ne sais pas si je l'ai vu comme exemple. Ça, ouais. Mais voilà, donc ça va être un facteur biologique indirect qui fait qu'il va y avoir un lien biologique avec l'intelligence. Et en fait, ça ne nous dit pas grand-chose. Après ça, il peut y avoir des liens indirects culturels. Si vous imaginez, par exemple, une société où les gens qui ont les yeux bleus n'ont pas le droit d'aller à l'école, ok? On imagine. Et bien dans ce cas-là, le gène qui code pour les yeux bleus, il va être lié à l'intelligence. Vu que ceux qui ont les yeux bleus, qui portent le gène, la couleur des yeux bleus, ils iront moins à l'école, donc ils feront moins d'années d'études. Donc ça va être dans ce lot des facteurs génétiques qui sont liés avec l'intelligence. Donc dans ces 5 à 10% de facteurs génétiques qui seraient liés à l'intelligence, il y a tout un mélange de gènes qui peuvent correspondre à, bon, je vous ai dit l'effet yeux bleus, mais on peut imaginer d'autres choses qui se voient moins, l'effet de choses biologiques indirectes et aussi peut-être des petits facteurs génétiques, effectivement, qui marchent sur la construction du cerveau. Et ça, on ne les connaît pas encore. Oui, et puis après, il y a tout le problème de la définition de l'intelligence que tu abordes alors, un peu. En plus, la définition de l'intelligence... ou est-ce que c'est plus large? Voilà. En plus, comme au début, ils essayaient avec les quotients intellectuels, mais il faut des gros échantillons, il n'y en a pas assez, ils ont pris le nombre d'années d'études. Déjà, les quotients intellectuels, ça ne mesure qu'une forme très spécifique d'intelligence, une intelligence logique, et c'est tout. Donc, voilà. Donc, on est certainement en partie déterminé par des facteurs génétiques, parce que le cerveau, c'est un organe biologique, et donc il y a forcément quelque chose au niveau de la mécanique cellulaire où on voit bien où il pourrait y avoir des facteurs biologiques, mais pour l'essentiel, c'est surtout déterminé par des facteurs culturels. Alors, tu parlais d'eugénisme, et justement, je voulais amener petit à petit la conversation aux aspects éthiques, et puis terminer les 10 dernières minutes par aussi le futur de la génétique. Mais alors, les questions éthiques vraiment m'intéressent. Est-ce que, de façon générale, tu dirais que tous ces progrès qui ont été faits depuis 20 ans en génétique sont plutôt une aubaine ou un risque éthique, ou les deux? Alors, on a le droit là de se mettre sur la ligne au milieu. Les deux, en fait, je dirais que ça dépend ce que la société en fait. Voilà.
Par exemple, vous devez tous connaître les tests d'origine génétique. Vous envoyez votre ADN et on vous dit d'où viennent vos ancêtres récents, est-ce qu'ils viennent d'Italie, d'Espagne, d'Asie, etc., d'Afrique ou voilà. Bon, il y a des choses à dire sur ces tests, mais c'est pas l'objet du propos. Et on voit bien sur Internet comment le même outil va être utilisé de manière complètement opposée. Vous avez des vidéos sur YouTube où les gens mettent en avant qu'on a tous des ancêtres migrants. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN. On a tous des ancêtres migrants, donc on est un mélange de mélange de mélange. Et il y en a d'autres qui utilisent ces tests pour essayer de prouver que eux, ils ont leurs ancêtres uniquement d'Europe du Nord et que donc ils sont supérieurs aux autres dans une idée, c'est les mouvements qu'on appelle alt-right, les mouvements extrémistes aux États-Unis, qui utilisent ces tests pour définir une supériorité en fonction de leur origine. Et donc là, on voit bien, c'est vraiment le même outil, quoi, qui peut être utilisé de manière complètement différente. Donc, je pense que c'est important que les gens connaissent ce qu'on peut faire de la génétique, parce que ça peut être un outil super quand on s'en empare bien dans la société, et comme ça, on peut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Mais sans parler de ces tests en particulier, est-ce que plus généralement, mieux comprendre la génétique ou même diffuser des connaissances sur la génétique, ça peut nous aider à combattre le racisme? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Alors oui et non, parce que la génétique a montré qu'il y avait très peu de différences génétiques entre les groupes humains, beaucoup moins que ce qu'on pensait quand au 19e on définissait des groupes qu'on appelait des races. En fait, il y a très peu de différences entre les groupes humains. Mais voilà, ça c'est un fait. Maintenant, quelqu'un qui est raciste, il va te dire, moi je m'en fous qu'il n'y en ait pas beaucoup du moment qu'il y en a. Quelqu'un qui n'est pas raciste, il va dire, ah ben oui, il n'y a pas beaucoup de différence, donc ça justifie en aucun cas le racisme. Donc en fait, la génétique, elle amène des faits, c'est une science, mais après, c'est l'opinion, c'est la valeur morale qu'on met sur cette différence qui va construire une société raciste ou non raciste. Il y a quand même des arguments qui sont bien, c'est bien de rappeler aux gens qu'on vient tous d'Afrique, qu'on a tous des ancêtres migrants, que les premiers Européens, ils sont restés, les Européens de souche, c'est des gens qui sont noirs de couleur de peau aux yeux bleus, et qu'on est de couleur de peau claire il y a très peu de temps. Bon, ça, c'est des faits, c'est quand même important de les rappeler. Mais après, je pense que sur l'argumentaire lié aux questions de racisme ou de non-racisme, c'est plus un travail de valeur, de morale et d'éthique. Ah, mais peut-être que justement, vulgariser la génétique peut contribuer à ce combat. Oui, j'espère, mais je pense pas. Je pense que quelqu'un qui est vraiment avec les jeunes, oui. Avec les gens qui sont déjà très fortement ancrés dans leurs idées, c'est plus difficile. D'accord. Alors, puisqu'on parlait d'eugénisme, il y a un autre sujet aussi qui fait un peu fureur, c'est de se demander si on va pouvoir choisir, justement, faire un portrait robot de son enfant. Alors, vous avez peut-être aussi vu le film Bienvenue à Gattaca, où on peut faire des gens sur commande, des gens parfaits. Et d'ailleurs, c'est important d'être parfait pour pouvoir aller dans l'espace, hein, dans le film. Donc, alors, est-ce que cette dystopie va devenir réalité? Est-ce que vraiment on va pouvoir... on va atteindre cette... Est-ce que c'est une bonne chose aussi de pouvoir choisir la couleur des yeux, des cheveux de ses enfants ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'en pense que si on est dans une famille où on a une maladie héréditaire, je trouve ça très bien qu'on puisse, dans le cadre, je veux dire, de fécondation in vitro, choisir un enfant qui n'est pas porteur d'une maladie. Là, moi, il n'y a pas débat. Je trouve que c'est important, et d'ailleurs le comité d'éthique en France dresse une liste de maladies qui permettent de faire ça. Aux États-Unis, on peut choisir la couleur des yeux si on paye. Il y a pas mal de pays où on peut choisir le sexe de son enfant aussi. Par exemple, alors à moins qu'il l'ait changé, en Israël, quand on a 3 enfants de même sexe, on a le droit de choisir pour le 4e. C'est si on n'a vraiment pas eu de chance à la loterie, on a... D'accord. Voilà. Maintenant, encore une fois,
c'est une éthique de société. Moi, je trouve ça bien qu'on puisse, je veux dire, permettre de ne pas avoir de maladies graves. Moi, personnellement, le sexe de mon enfant, c'est pas important. Voilà, mais c'est à la société de décider ce qu'elle veut en Parce faire. que justement, le film Bienvenue à Kataka montre une dérive possible aussi de ce système. Oui, et dans la dernière exposition où j'ai travaillé au Musée de l'Homme, qui s'appelait Frontières de l'humain, j'ai fait faire un dispositif où on peut choisir son enfant à la carte. Et j'ai pas encore eu le temps d'analyser les résultats. C'est-à-dire, les gens choisissaient, ils pouvaient choisir des critères, la couleur de peau, le sexe, la couleur des yeux. Après, voilà, on faisait une loterie et après, il y avait différentes maladies parce que finalement, si on regarde votre ADN, vous avez tous une susceptibilité à quelque chose. Hein. Certains, ça va être du diabète, d'autres de l'hypertension, d'autres, etc., d'autres de l'Alzheimer, je ne sais pas. Et l'idée, c'était aussi, après, on pouvait choisir en fonction de ça, mais je n'ai pas eu le temps d'analyser les données. Ah, d'accord. Mais justement, je voulais parler du futur et la première question rejoint, fait le lien avec l'éthique. Je crois qu'à un moment, d'ailleurs, dans le livre, tu dis qu'on aura peut-être un jour un analyseur d'ADN au poignet, une montre, je ne sais pas, peut-être connectée, qui analysera notre ADN. Mais alors, quel intérêt ça peut avoir? Et est-ce que vraiment, dans un futur proche, je vais pouvoir demander à ChatGPT d'analyser mon ADN et de me dire si je suis bien fait ou pas? Alors, dans l'ADN, on peut faire ce qu'on appelle la médecine prédictive, où on lit tout l'ADN et on sort des probabilités d'avoir certaines maladies. Et le truc, c'est que c'est pas encore très fiable et c'est juste des probabilités. Donc, en fait, à juste titre, je trouve qu'en France, c'est encadré par des médecins, quoi. Parce que si vous vous retrouvez tout seul face à ce résultat et vous savez pas quoi en faire, mais on peut imaginer dans l'avenir, moi, c'est pas non plus aberrant que si on regarde l'ADN d'un individu, on lui dit attention, toi, tu as quand même une probabilité élevée de faire du diabète type 2, fais attention à ce que tu manges, quoi. Enfin, on peut imaginer dans l'avenir qu'on fasse ça. Moi, j'aurais pas de problème avec des choses comme ça, quoi. Alors, pour rester sur l'intelligence artificielle, au tout début, on parlait des progrès de l'informatique qui ont été contemporains aussi des progrès de la génétique. Est-ce que l'intelligence artificielle va, elle aussi, pouvoir redonner du souffle à la génétique, un nouvel élan ou Nous, est-ce que c'est juste un outil supplémentaire? nous, ça fait une dizaine d'années qu'on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est une nouvelle, c'est une autre méthode pour analyser les données qui est très puissante en termes d'algorithmique, qui permet d'aller plus vite pour choisir différentes hypothèses. Donc, oui, ça s'adapte très bien avec des grosses données comme on a en génétique. D'accord, mais ce n'est pas une révolution particulièrement, c'est quelque Non, chose qui est déjà bien en place. Ça calcule plus vite. D'accord. Alors, toujours sur le futur, est-ce qu'on va pouvoir, grâce à tout ce qu'on sait maintenant, prédire l'homme ou la femme du futur? Et en particulier, est-ce qu'on peut déjà prédire des mutations de notre code génétique? Ah ben non, parce que ce qui est génial, en fait, quand même, dans l'évolution, c'est que c'est le hasard, quoi. Finalement, voilà. La réponse encore au débat de tout à l'heure, hein, on n'est pas déterminé parce que c'est le hasard. Voilà. Le fait, je veux dire, les différences entre tout ce qu'on voit qui vit sur la planète, c'est une accumulation de hasard, le hasard des mutations. C'est des choses nouvelles qui arrivent à chaque génération. Et après, il y a le filtre de la sélection naturelle qui fait que ça survit ou ça survit pas. Mais l'extraordinaire diversité de la biodiversité, c'est des sommes de hasard. Et ça, c'est génial. Et l'évolution, on sait qu'on évolue parce qu'il y a des nouvelles mutations qui apparaissent. Chacun, on porte 70 nouvelles mutations que nos parents n'avaient pas. Donc, il y a sans arrêt des nouvelles choses qui arrivent. Il y a du hasard, donc on évolue. Mais dans quel sens, qu'est-ce que vont donner les nouvelles mutations? On ne peut pas le savoir d'avance, quoi. On n'a pas de boule de cristal. La seule chose qu'on sait, c'est que ça prend énormément de temps pour vraiment changer une espèce. C'est-à-dire, grosso modo, à peu de choses près, par exemple, d'aspect physique, on ressemble aux humains qui étaient sur la planète il y a 40 000 ans. On n'a pas énormément changé. On a grandi, mais ça, c'est pas tellement génétique, c'est surtout lié à l'alimentation et à la santé. Ça prend énormément de temps pour
vraiment faire quelque chose de différent. Regardez, Sapiens, Néandertal, qui sont différents. Hein. Quand vous voyez un crâne de Néandertal, c'est pas un crâne de Sapiens, ça a pris 600 000 ans. OK ? Donc là, si on voulait accélérer le processus, il faudrait envoyer 100 ou 200 personnes sur Mars pendant, par exemple, 10 000 ans. Et alors là, on aurait vraiment des différences qui s'accumuleraient. Non, oui, mais sans aller jusque-là, j'allais te dire, on peut peut-être, par rapport à ce qu'on disait avant, nous-mêmes faire les mutations. Avec CRISPR, tout ça, on peut déjà changer les lettres, alors pourquoi pas accélérer le processus nous-mêmes. Ouais, mais alors, les avancées de la génétique montrent que c'est super compliqué. En fait, je vous avais dit, il y a 20-23 000 gènes qui codent pour quelque chose, mais ils sont tous en interaction entre eux. Donc, sauf pour certaines maladies très spécifiques où c'est une ou deux lettres de changer qui induisent une maladie, en général, des petites différences dans un gène jouent sur d'autres gènes qui sont un peu plus loin, qui répondent à d'autres gènes un peu plus loin, qui répondent à d'autres gènes un peu plus loin. Donc, on en est loin d'arriver à manipuler l'ADN, par exemple, pour faire des gens plus grands. On sait qu'il faudrait changer environ 1000 petits bouts dans l'ADN pour faire quelqu'un de plus grand, mais on ne connaît pas je dirais les effets secondaires que ça aurait. Et ça, l'évolution l'a fait elle-même, de nous rendre plus grands. Tu en parles aussi dans le livre. Ouais, ça, oui, mais sur des millions d'années. Hein. Ah bah, faut être patient. Hein. Alors, j'ai encore 2 questions, et puis après, nous ouvrirons les questions au public avec une lumière qui ira sur vous comme ça. La dernière question sur la génétique à proprement parler, moi, j'aimerais te demander quelle est, selon toi, la plus grande découverte faite grâce à la génétique. Attention, il en faut une seule. Hein. C'est le jeu, c'est la question. Et le plus grand mystère auquel tu espères que la génétique va répondre. Alors, je pense que la plus grande chose qu'a amené la génétique, c'est de démontrer formellement qu'on était une espèce récente qui venait d'Afrique. Et c'est la génétique qui l'a démontré, parce qu'il y avait beaucoup de débats en paléanthropologie. Est-ce qu'il y avait eu des évolutions en parallèle en Asie, d'autres en Europe, etc. Et c'est la génétique qui a démontré formellement qu'on vient tous d'Afrique il y a environ 60-70 000 ans. C'était quoi l'autre question ? Ça, c'est vraiment ce que tu viens de dire, le message de l'Odyssée des gènes. L'autre question, c'est le plus grand mystère qui reste, selon toi, à éclaircir, peut-être grâce à la génétique. Alors, ce qu'on risque de trouver bientôt, ce que je vous disais, c'est ces histoires de Néandertal et de Sapiens. C'est quand même bizarre qu'on ait tous dans notre génome de Sapiens des bouts de Néandertal et de voir comment se sont passés les croisements. Est-ce qu'on ne va pas trouver des Néandertaliens qui ont des bouts de Sapiens récents, hein, de l'époque de 60 000 ans. On a trouvé des bouts plus anciens. Mais de cette période charnière où il y a eu cette rencontre, c'est quand même la dernière fois où on n'était pas tout seul comme humain sur la planète. Là, on est tout seul. Il y a 40 000 ans, il y avait 5 espèces. Il y avait Néandertal, Denisova, il y avait nous, il y avait l'homme de Flores, qu'on appelle le hobbit de la préhistoire, qui mesurait 1,10 m, et il y avait l'homme de Luzon aux Philippines. Donc il y a finalement un clin d'œil en termes, je dirais, d'histoire. On était 5 humanités sur la planète. Et il y a seulement très peu de temps qu'on est tout seul. Et donc, de mieux connaître cette période charnière, ouais, ça et ça guide vraiment des recherches, ça incite à aller dans des endroits particuliers? Alors moi, non, parce que moi, je fouille pas. Mais ceux qui fouillent, ils ratent en ce moment. Justement, dernière question, plus liée à ton parcours. Quelles sont les prochaines échéances, les voyages que tu prévois, les missions que tu prévois, et même, pourquoi pas, les prochains projets éditoriaux? Je pars en mission au Gabon là, dans un mois, dans le projet mené par une collègue où on étudie la diversité de l'audition dans les populations humaines, de savoir en gros si on entend tous de la même manière et de savoir s'il y a des différences, si c'est génétique ou si c'est lié à l'environnement. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Et oui, et j'ai un autre livre que je vais écrire l'année prochaine. Voilà. Mais en attendant, donc, je vous recommande chaudement le dernier livre d'Evelyne Heyer, La vie secrète des gènes, et puis bien sûr l'Odyssée des gènes aussi. Celui-là donc a été publié chez Flammarion en 2022. Merci à nouveau, Evelyne. Je pense qu'on peut l'applaudir.